Citoyens, citoyennes, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Étienne Chouard. Pourquoi nous allons parler d'Étienne Chouard? Parce que je viens de finir son manifeste que j'ai commandé sur le site de La Relève et La Peste, je crois que c'est sa maison d'édition. Donc son manifeste qui s'appelle Nous ne sommes pas en démocratie. Alors j'aurais plusieurs choses à vous dire dessus. J'aurais pu faire une émission spécialement axée sur son manifeste, mais en fait j'ai voulu faire une émission un peu plus large et parler de la pensée d'Étienne Chouard, pour plusieurs raisons. La première, c'est que constamment, dès qu'on évoque Étienne Chouard, il y a toujours quelqu'un sur Internet pour dire « Je crois que vous n'avez pas bien compris la pensée d'Étienne Chouard ». Alors, je ne sais pas si toi tu t'es tapé le manifeste, qui fait 40 pages, donc c'est pas énorme, mais je ne sais pas si toi tu as été le lire, je ne sais pas si tu as été regarder une trentaine de ses vidéos comme j'ai pu le faire moi aussi, où il était invité ou qu'il fait lui-même, lire ses articles, etc. Mais au bout d'un moment, vous voyez, ça fait quand même 4-5 mois que je m'intéresse un petit peu à Étienne Chouard, et alors je n'ai pas l'arrogance d'expliquer que j'ai parfaitement compris la pensée d'Étienne Chouard, mais ça commence à me gonfler un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent et en commentaire nous font t'as pas très bien compris la pensée d'Étienne Chouard. Si vous l'avez mieux compris que moi, cette pensée, parfait pour vous, mais il me semble quand même en avoir assez bien compris les bases. Donc j'avais envie d'en parler un petit peu parce que, pour une deuxième raison également, vous savez, au sein de la dissidence, il y a deux options qui sont considérées comme viables généralement. D'un côté, l'option Étienne Chouard et la démocratie par plus ou moins par tirage au sort, mais je vais y revenir là-dessus. Et de l'autre côté, la restauration royaliste. Et il faut bien l'avouer, actuellement dans la dissidence, le vent en poupe est plutôt pour Étienne Chouard que pour une éventuelle restauration de la monarchie française. Et donc, évidemment, à partir du moment où on est dans la dissidence, on a du respect pour Étienne Chouard, mais quand même, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je le dis très honnêtement, j'ai du respect, j'ai beaucoup de respect pour Étienne Chouard, en particulier pour son parcours. Je veux dire, partir voter pendant 25 ans pour le Parti Socialiste, et un matin se réveiller et remettre tout en cause, et arriver au point où il en est aujourd'hui, moi je trouve ça formidable. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, et j'en ai marre un petit peu que tout le monde l'idolâtre, sans jamais chercher véritablement à répondre à sa pensée. Alors voilà, il y a quelque temps, j'avais commandé Nous ne sommes pas en démocratie, donc son manifeste, j'en avais espéré beaucoup, j'avais espéré qu'il allait synthétiser toute sa pensée, son idéologie politique, et en fait non. Alors en même temps c'est logique, c'est un manifeste. Moi je trouve qu'il est, sur la forme comme sur le fond, je trouve qu'il est mal foutu, ce manifeste, je le dis très honnêtement. Ça fait plusieurs années que Étienne Chouard développe sa pensée, qu'il a accès à des médias, qu'il écrit des articles, et encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour lui, et je me serais attendu, pour moi, j'aurais préféré un livre, véritablement un livre dans lequel il développe, avec des exemples, des arguments, etc., toute son idéologie et tout ce qu'il prescrit. Là, on a... tous ceux qui ont déjà vu des manifestes politiques dans leur vie, savent à peu près à quoi s'en tenir, quoi. Une typo assez grosse, beaucoup de spectacles dans l'accompagnement du texte, j'ai envie de dire, et finalement pas grand chose, quoi. Donc c'est pour ça que après l'avoir lu, j'ai été, avant même de l'avoir lu, j'avais été lire des articles, mais après aussi j'ai lu des articles, j'ai été mater des vidéos de lui, et j'ai essayé vraiment de comprendre, de synthétiser au maximum sa pensée. Alors, son manifeste, pour commencer par parler du manifeste, son manifeste, il se divise en deux parties. Une première partie où il compare les mérites et défauts respectifs du système de l'élection et du système du tirage au sort, et une deuxième partie où il parle des différentes pratiques possibles pour le tirage au sort. Il dit, voilà, alors, la démocratie par tirage au sort, ça pourrait ressembler à ça, scénario numéro 1, ça pourrait ressembler à ça, scénario numéro 2. Alors, évidemment, c'est des exemples très théoriques, hein. Il y a pas grand-chose de pratique. Étienne Chouard semble avoir, autant dans son manifeste que dans sa pensée en règle générale, semble avoir un exemple qui pour lui synthétise toute sa pensée, c'est Athènes au 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors je vous avoue que personnellement je ne comprends pas tout à fait cet exemple, je le trouve un petit peu sorti de son contexte. Premièrement, toutes les institutions politiques athéniennes ne sont pas issues du tirage au sort, mais enfin, passons. Mais surtout, 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, oui je sais, on considère généralement que c'est l'âge d'or d'Athènes, mais Athènes est traversée par
beaucoup de crises politiques, et le pouvoir est à un moment pris par un certain nombre de dictateurs, en fait, si on peut appeler ça comme ça, même si le terme dictateur prendra vraiment son sens plutôt à l'époque romaine. Vous avez des hommes comme Solon, comme Clisthène, comme Périclès, qui à un moment ou à un autre vont être amenés à prendre le pouvoir et à mettre un petit peu de côté les institutions et à réformer d'ailleurs le système qui est en perpétuelle réforme. Mais en fait, cette obsession de Chouart pour le 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, je la relie personnellement à cette obsession qu'ont certains républicains pour la fameuse constitution de 1793. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle la constitution de l'an 1, en fait. Elle est élaborée par une convention, enfin, voilà, une assemblée constitutionnelle qui est plutôt à consonance montagnarde, et elle est plébiscitée, elle est votée, et finalement elle ne sera jamais appliquée. Et dans l'esprit de beaucoup de pro-démocratie, pro-république, c'est un petit peu, ça aurait été le régime parfait, ça aurait été la constitution parfaite qui prévoyait plusieurs cas de démocratie directe. Oui, mais sur ce point on peut tout imaginer, vous voyez. D'ailleurs, comme moi je ne suis pas spécialement pour la démocratie, ou en tout cas pour le principe du vote, de l'élection, sur ça on est d'accord avec Étienne Chouart, je vois pas trop l'intérêt de cette constitution. Étienne Chouart, lui, il a un peu la même obsession pour Athènes au 4e et au 5e siècle avant Jésus-Christ que certains l'ont pour la constitution montagnarde de 1793. Et là, vous voyez, c'est déjà une première différence entre les tenants d'Étienne Chouart et les tenants de la restauration royaliste, c'est-à-dire que les tenants d'Étienne Chouart tombent un petit peu dans les mêmes travers que beaucoup de pro-républicains actuels, c'est-à-dire de dire non mais le régime parfait existe, nous allons le créer, et vous avez des exemples très théoriques qui sont pris il y a très longtemps et sur de courtes périodes, voire sur des périodes qui n'existent même pas, alors que la monarchie française, vous avez toujours un amas de connards qui vous explique que ça n'a pas marché, puisque fatalement il y a eu la Révolution française, mais c'est pas grave, on oublie que ça a duré 1300 ans et que c'est même sur le territoire français que ça a eu lieu. Bien vous voyez, moi je ne l'oublie pas, d'autres ne l'oublient pas, la monarchie française ça a tenu un long moment, ça n'a pas tenu dans un continent extrêmement éloigné, c'était sur notre territoire, et pour moi c'est la première différence avec les tenants de la pensée Chouart qui se réfère à un exemple un petit peu illusoire, je trouve. Alors, pour revenir un petit peu au manifeste et au fond de sa pensée, lui, il est quand même pour la démocratie. Mais pour lui, la démocratie par élection, donc, sur ça on est tout à fait d'accord, ça ne marche pas. Mais au lieu d'en tirer la leçon que personnellement j'en tire, c'est-à-dire que la participation de la majorité de la population au processus politique n'est tout simplement pas possible, lui en tire une autre conclusion en disant non, la participation de la majorité est possible, mais il faut changer le système, il ne faut plus imaginer que le système doit passer par le vote, il faut imaginer que le système passera par le tirage au sort. Et avant de me harceler en disant non, c'est pas sa pensée, allez au bout de la vidéo, je vais expliquer ce qu'il développe dans son manifeste et ce qu'il développe aussi dans ses articles. Alors dans son manifeste, il commence par une définition qu'il a déjà ressortie dans d'autres lieux et d'autres places, une définition de ce qu'est la démocratie selon Paul Ricoeur. Je vous la donne. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Donc, si vous n'avez pas tout compris, je vous la fais en résumé. Donc, selon Paul Ricoeur, et donc selon Étienne Chouart qui est d'accord avec lui, pour avoir une société démocratique, il faut que tout le monde ne soit pas du même avis au sein d'une société. Ça, j'ai envie de dire, c'est assez simple en soi. Que tout le monde puisse exprimer son avis. Encore une fois, rien d'extraordinaire là-dedans. Et que tout le monde participe à la prise de décision. Entendez, prise de décision politique. Bon, déjà, là on est dans l'illusion la plus totale et la plus absolue. Puisque si vous participez, enfin, tout le monde n'a pas d'ailleurs envie de participer à la prise de décision, donc est-ce que ça sous-entend, est-ce que Paul Ricoeur et donc Étienne Chouart sous-entendent que tout le monde doit avoir l'opportunité
de participer, mais ne doit pas être dans l'obligation de participer au processus de décision. Dans ce cas-là, ce n'est pas écrit dans la définition de Paul Ricoeur, et Étienne Chouard ne le relève pas non plus, puisque lui, il veut faire participer tout le monde à travers la notion de tirage au sort. Bon, premier problème, en plus pour moi, à travers l'histoire et aussi, je pense, l'analyse de nos sociétés contemporaines, on voit une chose et même deux choses. Donc, comme je vous l'ai dit, une bonne partie du peuple ne veut pas assumer de responsabilité politique, et tu ne peux pas contraindre quelqu'un à assumer une responsabilité quelconque. Une bonne partie du peuple n'a pas non plus d'opinion constante sur un grand nombre de sujets, du fait du manque de lecture ou du manque de curiosité. Alors soyons clairs à ceux qui me découvriraient avec cette vidéo et qui imagineraient des trucs sur moi, j'aime mon peuple. J'aime tous les Français, tous les Françaises, quelles que soient leurs origines, quelles que soient... je me sens dans mon peuple comme si l'ensemble de la population était constitué de mes frères et de mes sœurs. Ça ne m'empêche pas d'avoir un regard dur sur mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, j'ai des membres de la famille et j'ai des frères, des sœurs, des cousins et des cousines, et je peux vous dire que je n'ai pas mon opinion ne varie pas quant à la capacité du peuple en les voyant comme exemple. Donc une bonne partie du peuple n'a pas d'opinion constante, et on le voit d'ailleurs parce que dès qu'il y a une campagne de publicité, de marketing, on va dire, autour d'un sujet politique comme le mariage pour tous, etc., on voit que initialement, une grande partie du peuple est contre le mariage homosexuel, et finalement, une fois que c'est voté, une grande partie du peuple est pour le mariage homosexuel, parce qu'on n'a pas envie nécessairement de le changer. Donc tu te demandes, tu te dis, mais comment ça a pu changer en 6 mois à ce point-là? Comment on a pu passer de 65-35 d'un côté à 65-35 de l'autre? Ça n'a pas de sens. Et malheureusement, ça, c'est un problème qui n'est absolument pas soulevé par Étienne Chouard, l'inconstance populaire. Et je le dis encore plus avec beaucoup d'humilité, je viens du peuple. Si vous avez suivi l'interview que j'avais donnée à Dago sur sa chaîne, je suis issu d'un milieu extrêmement populaire, donc je le dis avec beaucoup de respect pour le peuple, mais il y a une inconstance dans les opinions politiques du peuple, malheureusement. Donc dès que je sors, moi, de cette définition de la démocratie, qui est à la première page du manifeste d'Étienne Chouard, je me dis, soit c'est une définition de la démocratie qui est beaucoup trop théorique, soit c'est simplement la démonstration de l'impossibilité d'ériger une démocratie. Et du fait qu'on devra toujours courir après un régime utopique qui n'existera jamais. Et après, vous aurez toujours les mêmes connards qui, à l'époque de l'URSS, vous disaient « Ah, l'URSS, c'est le régime parfait », qui 20 ans plus tard vous ont dit « Non, mais ça, c'est pas réellement le communisme », mais vous aurez toujours les mêmes effets. Alors que moi, et tous les royalistes, on assume parfaitement ce qui s'est passé pendant 1300 ans dans la royauté française. On n'essaie pas d'atteindre un régime utopique, on a le régime qu'on voulait avec la monarchie française. Et alors, autre problème, d'ailleurs, dernier problème que je vais soulever eu égard à cette définition, et d'ailleurs, à l'ensemble du manifeste d'Étienne Chouard est quand même beaucoup à sa pensée, en règle générale, dans les articles qu'il a publiés, tout ça. La place des médias. Alors, dans son manifeste, il en parle très peu des médias. Et dans ses articles, il en parle un peu plus, dans les interviews qu'il donne, il en parle un peu plus, et on est d'accord d'ailleurs, Étienne Chouard et moi, c'est-à-dire qu'il explique que les médias, ils tendent à uniformiser, à influencer les opinions du peuple, à prendre des décisions contre ses intérêts, sur ça on est d'accord, même s'il le développe assez peu, je trouve ça dommage, en tout cas dans son manifeste. Mais le truc, c'est que j'ai envie de dire, premièrement, il n'en tire pas les leçons, c'est-à-dire qu'un peuple qui est capable d'être influencé par des médias mainstream, à un moment... alors que d'autres opportunités lui sont offertes, et c'est là d'ailleurs où j'étais en désaccord avec Delavier, c'est que c'est un petit peu un peuple qui n'a pas les capacités politiques de s'autogérer. Mais en plus de ça, lui ne propose pas grand-chose en fait pour contrer ça. Je veux dire, j'ai lu quand même quelques-uns de ses articles, son manifeste, tout ça, je l'ai vu en interview, sur Je suis pas content TV, etc. Et je trouve pas qu'il propose grand-chose pour réguler les médias. Alors peut-être que je suis passé un petit peu à côté, peut-être que j'ai pas vu ce qu'il en était, mais je trouve quand même personnellement que c'est très très faible, voilà, pour pas dire plus. Il ne propose pas de porter atteinte à la liberté des médias, il ne propose pas de réguler les médias, il ne propose pas, finalement, c'est un peu, je critique les médias, mais je ne propose rien pour les réguler, rien de réaliste en tout cas, donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors comme je vous disais tout à l'heure dans la première partie du manifeste d'Étienne Chouard, et ça rejoint ses travaux antérieurs, il s'attaque au système représentatif par élection. Alors ce qui est d'ailleurs marrant, parce qu'il commence par s'attaquer
dès le début au système représentatif, avant même de parler du concept de l'élection, puisque pour lui, il y a un problème avec le représentatif, il passe un certain temps à s'interroger sur la notion de représentant, mais finalement, il nous dit, mais le problème, c'est surtout que le représentant soit élu. Bon, alors j'ai envie de dire, avoir critiqué pendant les premières pages le système de représentation pour dire, ouais, mais le problème, c'est simplement que le représentant soit élu, je trouve ça un peu idiot. Encore une fois, il y aurait des choses à changer sur ce manifeste. Alors, il soulève globalement 3 problèmes avec l'élection. Premier problème, selon lui, l'élection elle est aristocratique, alors que le tirage au sort serait démocratique. Dans le sens où l'élection est supposée couronner le meilleur et non pas le plus représentatif. Et pour lui, donc, le tirage au sort respecterait l'égalité politique entre les citoyens. Oui, mais alors, voilà, est-ce qu'on veut avoir... Moi, je vous pose la question. Moi, je suis contre le système de l'élection, de toute façon. Donc, je m'en fous. Mais si je devais être pour le système de l'élection, je lui répondrais, oui, mais donc tu admets le fait que l'élection couronne le meilleur, et finalement, il vaut mieux être dirigé par le meilleur que par le débile du coin qui regarde Cyril Hanouna. Première chose. Là encore, ne me sortez pas, tu n'as pas compris la pensée d'Étienne Chouard. C'est écrit noir sur blanc dans son manifeste, dans plusieurs articles. Donc, voilà. Et le problème, c'est que, voilà, pour moi, c'est un problème récurrent de la pensée d'Étienne Chouard. Il est obsédé, véritablement, par l'idéologie républicaine. Obsédé. C'est-à-dire que pour lui, l'égalité entre les citoyens est super importante. Sauf que l'inégalité est naturelle. Et moi, j'admets le principe de l'inégalité, même si j'étais républicain, j'admettrais le principe de l'inégalité en matière d'élection. C'est-à-dire que j'admettrais le fait que si je dois élire quelqu'un, si je dois avoir un représentant, je préférerais que ce soit le meilleur, le plus intelligent, le plus compétent, etc., etc. Bon, de toute façon, ce n'est pas le cas. Je n'admets pas le principe de l'élection. Mais si j'admettais le principe de l'élection, moi, je préférerais que ce soit le meilleur. Donc lui, il admet, et implicitement, il admet ça, en fait. Il admet le fait que c'est le meilleur, c'est le plus intelligent qui est arrivé au bout. Ne serait-ce que parce que c'est le plus salaud, peut-être, mais c'est quand même le plus intelligent. Et encore une fois, pour moi, il ne tire pas la leçon de ce qu'il dit en fait. C'est si on arrive à élire un type qui va contre les intérêts du peuple, c'est peut-être encore une fois que le peuple n'a pas les capacités de gérer son parcours politique. Enfin, donc ça c'était le premier point qu'il soulevait avec l'élection. Deuxième point. Pour lui, l'élection c'est une... Alors là je dois avouer que j'ai trouvé assez culotté cet argument. C'est une procédure infantilisante. Les électeurs abdiquent leur pouvoir au profit d'un représentant. Donc en fait, on les traite comme des enfants, comme s'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de se représenter. Le seul problème, c'est qu'avec la pensée qu'ils développent après, donc, celle issue du tirage au sort, si on y réfléchit bien, est-ce que ce n'est pas 1000 fois plus infantilisante de déresponsabiliser l'immense majorité des citoyens en les traitant comme inaptes à faire le meilleur choix, celui qui irait le plus dans leurs intérêts? Alors, moi, je vous le dis, effectivement, je pars du principe que, je suis d'accord, le peuple ne peut pas gérer eux-mêmes ses affaires. Ça, je vous l'ai dit 40 fois depuis le début de cette vidéo, vous commencez à comprendre que c'est mon opinion. Mais avancer l'argument comme quoi l'élection est plus infantilisante que le tirage au sort pour le citoyen lambda, ah non, là je suis pas d'accord. Troisième point soulevé par Étienne Chouard contre le processus de l'élection. Pour lui, l'élection c'est une procédure démotivante pour les électeurs, qui se résignent petit à petit dans un rôle de dominé, et qui, en plus, quand ils voient que leurs opinions ne sont finalement pas prises en compte, ils finissent par soit arrêter de voter, soit voter pour des partis mainstream. Alors, oui, je veux bien, mais est-ce que la procédure ne sera pas démotivante aussi dans le cas d'un tirage au sort? Alors, encore une fois, je sais que toute l'idéologie d'Étienne Chouard n'est pas basée sur le tirage au sort. Mais le truc, c'est que dans son manifeste, comme dans ses articles, il oppose souvent le principe, ne serait-ce qu'en termes d'idéologie politique du tirage au sort, à celui de l'élection. C'est pour ça que j'en parle. Alors après avoir attaqué le système électif, avec les 3 arguments que je vous ai donnés et qu'il a développés, ce sont les élus eux-mêmes qui sont attaqués. Il développe 6 caractères propres à l'élection
et aux élus donc qui conduisent à ce qu'il appelle un désastre démocratique. Pour lui, donc, le premier problème avec les élus, c'est que l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Et pour lui, c'est un problème. Et en disant, oui, l'histoire nous montre qu'à chaque fois qu'un individu a voulu le pouvoir, il en a fait un petit peu de la merde. Hein. Ça, c'est ce qu'il dit lui. Là, excusez-moi, mais c'est un petit peu une théorie qui est développée pas mal sur Internet. Moi, je l'ai appelée la théorie Harry Potter. Vous savez, c'est où on explique à Harry Potter dans ses livres que ce qui fait de lui un grand chef, c'est justement qu'il ne cherche pas le pouvoir. Oui, c'est une théorie pour enfants de 13 ou 14 ans qui lit des bouquins pour adolescents. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Tous ceux qui ont exercer le pouvoir un petit peu brillamment, l'ont voulu. Richelieu, Mazarin, De Gaulle, on peut longuement parler de la figure de De Gaulle, mais enfin c'est pas le plus mauvais des représentants de la République, il faut bien l'admettre. Napoléon Bonaparte, etc. Ça ne veut pas nécessairement dire, quand on donne le pouvoir à quelqu'un qui le veut, qu'on est assuré d'être proche du désastre. Moi je connais pas de système politique qui a confié du pouvoir à moi à quelqu'un qui ne le voulait pas. Et d'ailleurs même à Athènes, parce que ce que Étienne Chouard ne vous dit pas, c'est que même quand il y avait tirage au sort, il y avait possibilité pour certains qui étaient tirés au sort de ne pas assumer leurs responsabilités, et notamment c'est quelque chose qui s'est développé à la fin du IVe siècle. Ceux qui étaient tirés au sort disaient moi je ne veux pas assumer mes responsabilités politiques. Très bien, en fait simplement qu'ils étaient rachetés, que leur poste entre guillemets était racheté par un type un peu plus riche et un peu plus ayant un peu plus de pouvoir que lui. Deuxième problème lié aux élus, l'élection favorise les menteurs. Mais oui, mais oui, c'est vrai. Alors, sur ce point-là, je l'admets tout à fait, c'est exact. L'élection favorise plutôt ceux qui ont des capacités à mentir. Quand on a de bonnes capacités à mentir, c'est quand même aussi la preuve d'une certaine intelligence. Mais enfin, passons. Mais le problème dans ce cas-là, encore une fois, c'est celui du peuple. Je veux dire, est-ce qu'on peut réellement concevoir qu'un type qui est capable de se laisser un petit peu baiser par un mec qui lui promet tout un programme politique alors qu'on sait très bien qu'il ne l'appliquera pas, est-ce qu'on peut estimer que ce mec-là sera un meilleur représentant si jamais il est tiré au sort que ne l'aurait été le mec qui l'a baisé? J'ai quelques doutes là-dessus, parce que s'il est suffisamment naïf pour croire le mec qu'il a bien eu, c'est qu'il ne déborde pas non plus d'une certaine intelligence. Troisième point, l'élection produit des maîtres alors que le tirage au sort produit des égaux. Oui, je suis une conception un peu philosophique, mais enfin passons, oui, je veux bien le croire. L'élection produit une caste de maîtres, ouais, ça il l'a déjà dit. Ah oui, point important que c'est, l'élection parmi des candidats impose le régime des partis. Alors ça, je dois avouer que c'est peut-être probablement d'ailleurs l'argument le plus intéressant qu'il soulève. L'élection, en soi, ça crée le régime des partis. Pourquoi? Parce que pour favoriser l'élection d'individus, on va avoir un regroupement de gens qui va être plus ou moins sur les mêmes bases intellectuelles. Je dis bien plus ou moins. On a vu que c'était pas toujours aussi facile. Mais dans ce cas-là, effectivement, le tirage au sort mettrait fin, il faut l'admettre, au régime des partis. Et c'est d'ailleurs un aspect qu'aurait peut-être dû prendre en compte le général de Gaulle quand il voulait supprimer le régime des partis. Autre point qui soulève, l'élection permet d'aider un candidat élu via la corruption. Alors que le tirage au sort est une procédure qui exclut la corruption pour accéder aux responsabilités. Alors qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça? C'est tout simplement que on peut acheter l'élection de quelqu'un. On peut mettre de l'argent dans une campagne politique pour favoriser l'élection de quelqu'un au profit d'un autre qui lui aura moins d'argent. Et il faut l'admettre, chaque élection présidentielle américaine nous le démontre, c'est celui qui a le plus d'argent. C'est généralement celui qui a le plus d'argent qui l'emporte. Et donc pour lui, avec le tirage au sort, ça exclut la corruption pour arriver aux responsabilités. Alors je dis oui, mais je mets un bémol à ça. Oui, mais après, le problème c'est après l'élection. Pour moi, imaginons, on met fin au régime de l'élection et on passe au tirage au sort comme le souhaiterait Étienne Chouard. C'est une possibilité, hein, je ne la nie pas. Imaginons on tire au sort un petit ouvrier dans une usine. Et on lui dit pendant 1 an, tu vas être le représentant à l'Assemblée nationale, à la Constituante, parce qu'on y reviendra. Vous inquiétez pas, je vais parler de tout. Je vais parler de tous les grands éléments de la pensée d'Étienne Chouard, et je vais parler notamment de sa fameuse Constituante. Mais imaginons donc qu'il est à la Constituante, ou il est à l'Assemblée nationale, et tiré au sort. Et on lui dit voilà, tu as 1 an, 2 ans,
Alors lui, il part sur des durées assez courtes, hein, 1 an ou 2 ans. Alors ça va rendre le pays ingouvernable, mais enfin, ça on en parlera plus tard. Et on dit, tu es là pour 1 an. Pendant 1 an, tu seras payé comme un député. En tout cas, tu seras peut-être moins payé que les députés actuels, mais voilà. Et dans 1 an, tu retournes à l'usine. Sans même compter que le mec est un salaud ou pas. Je veux dire, si d'un coup il y a un mec qui rentre dans le bureau de ce gars et qui lui dit écoute, t'as 1 an pour t'en mettre plein les poches parce qu'après tu retournes à ta vie minable. Elle est pas minable pour moi, hein, la vie d'un mec qui travaille à une usine, j'ai beaucoup de respect pour les ouvriers. Encore une fois, je viens d'un milieu populaire, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand vous travaillez toute la journée, durement, et que le mec rentre dans votre bureau et vous dit écoute, vote cette loi, cette loi et cette loi, ou influence sur tel point et tel point l'Assemblée constituante, et je te file un beau paquet de fric, et je t'assure que tu n'auras pas à redevenir ouvrier dans 1 an. Très honnêtement, moi, le mec qui fait ça, je peux pas vous assurer que je l'envoie chier. Ça dépend quelle somme il met sur la table, évidemment, quoi. S'il met 20 euros, évidemment, je l'envoie chier, mais évidemment, il mettra plus que ça. Et moi, j'espère que je serai honnête. J'espère que je l'enverrai chier. Mais j'en ai pas l'assurance complète. Alors, pour un type que je ne connais pas, qui a une vie peut-être qui est plus difficile économiquement que la mienne, il y a 2 possibilités. Soit ce mec est un héros, et il l'envoie chier. Soit ce mec est un être humain avec ses faiblesses, et dans ce cas-là, il aura du mal à l'envoyer chier. Alors ensuite, il compare dans cette deuxième partie de son manifeste, et généralement c'est ce qu'il développe aussi, ce qu'il a développé sur Je suis pas content TV avec sa rencontre avec Greg, c'est ce qu'il a développé dans certains de ses articles. Il évoque les différentes possibilités de nouveaux régimes, enfin de nouveaux systèmes politiques, et notamment quelle place pourrait avoir le tirage au sort dans ces systèmes politiques. Alors, il y a une idée générale que vous retrouvez. Alors, ça, c'est la deuxième partie de son manifeste. Il y a une idée générale que vous retrouvez dans cette partie de sa pensée, c'est qu'au lieu d'élire pour une fonction une personne, le tirage au sort placerait un collectif de personnes en charge de cette fonction pour un temps qui serait essentiellement plus court. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là où vous élisiez un député, on va tirer au sort 5 personnes. Et là où le député était là pour 5 ans, les 5 personnes seront là pour 1 an, 2 ans. Alors, je passe sur les immenses problèmes matériels pour mettre en place un tel système. Parce que multiplié par 5, par 6, par 10, le nombre de personnes qui auront le processus de décision, ça va rendre la décision beaucoup plus difficile. Et là, pas la peine de me dire non, mais il a expliqué, machin. J'ai cherché, il n'a pas expliqué plus que ça sur ce point. Donc si vous m'avancez un argument maintenant, mettez la source, j'irai voir, et je m'excuserai si je n'avais pas vu le truc, mais dans ce cas-là, il ne l'a pas développé dans son manifeste, ça je peux déjà vous le dire. Et dans les articles que j'ai lus et les interviews que j'ai pu entendre, là aussi, il n'a pas développé. Alors il imagine, Étienne Chouard, 3 scénarios. Voilà, 3 scénarios où le tirage au sort pourrait être utilisé. Premier scénario, le tirage au sort est utilisé pour désigner des chambres de contrôle des pouvoirs. C'est-à-dire qu'en fait, excusez-moi, c'est ma fille qui fait son petit. En fait, vous n'allez pas on va pas tirer au sort des parlementaires. On va tirer au sort une ou des chambres qui vont contrôler le pouvoir des parlementaires. Alors, j'ai un petit peu du mal à voir quelle forme ça prendra, mais imaginons. Deuxième scénario, le tirage au sort est utilisé pour désigner la totalité ou une partie du corps législatif. C'est-à-dire que le Parlement sera désigné en partie à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%, ou en totalité, 100%, par tirage au sort et non plus par élection. Bon, très bien. Troisième scénario, et ça c'est celui auquel il tient le plus, c'est le tirage au sort est utilisé pour désigner l'Assemblée constituante. Alors vous savez plus ou moins tous ce qu'est une Assemblée constituante. Quand un régime s'effondre et qu'un autre va prendre sa place, généralement on élit une Assemblée constituante dont la fonction est de créer une constitution qui sera généralement, c'est ce qui se passait avant, ce ne sera pas le cas pour celle-là j'imagine, mais qui serait présentée au peuple pour un plébiscite, pour non pas une élection parce qu'il n'y a pas matière à élire, mais pour un référendum quoi. Alors le premier scénario, celui où
où on tire au sort des chambres de contrôle pour contrôler les parlementaires, moi je vous le dis, directement, je vois pas quelle forme réellement ça pourra prendre, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde Assemblée nationale et Sénat, et donc on met une chambre pour contrôler l'Assemblée nationale et une chambre pour contrôler le Sénat? Et donc pour contrôler chaque parlementaire, on mettrait 5 mecs en fait, ou 6 mecs, ou 10 mecs? Oui, oh, très bien, imaginons. Mais encore une fois, là, ce serait ne pas aller au bout de la logique, en fait, pour moi. C'est la logique tirage au sort. Après tout ce qu'il a dit sur le système de l'élection, dans son manifeste, dans ses articles, dans ses interviews, après tout ce qu'il a dit sur le système de l'élection, admettre encore le système de l'élection, mais sous contrôle malgré tout de gens tirés au sort, ça n'aurait aucun sens pour moi. Il faut aller au bout de sa pensée à un moment. Le deuxième scénario, donc le tirage au sort pour désigner une partie ou la totalité du corps législatif, donc du Parlement. Ben, encore une fois, si on va au bout de sa logique, ça ne peut être dans ce cas-là que le tirage au sort pour désigner la totalité du corps législatif, pour désigner la totalité du Parlement. Ça ne peut être que ça. Parce que si on croit tout ce qu'il a dit sur l'élection, sur tous les problèmes soulevés par l'élection, donc ça ne peut être que pour la totalité, pour moi, du corps législatif dans ce cas-là. Alors je dis oui, je dis ok, très bien, imaginons, mais encore une fois, ça va soulever des tas et des tas de problèmes, et notamment les problèmes dont j'ai parlé en matière de corruption, mais pas seulement, quoi. Et ça me semble un système bien compliqué à mettre en place. Hein. Vous savez, les plans de bataille les plus simples sont les plus efficaces, généralement. Et les plans de bataille les plus compliqués, généralement, ils foirent lamentablement. C'est ce qui s'est passé à Austerlitz pour le camp des Alliés. Et alors, quand même, je voudrais revenir sur le dernier point. Tirage au sort, donc, pour désigner une assemblée constituante, qui pour lui est la priorité absolue. Alors, de quoi on parle? Si vous connaissez bien Étienne Chouard, vous savez de quoi on parle. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous expliquer un petit peu. Donc Étienne Chouard a une espèce d'obsession, encore une fois très républicaine, et très Constitution de 1793, si je peux me permettre, a une espèce de délire autour de la Constitution. Voilà. C'est pour lui, une fois qu'on aura fait une bonne Constitution, avec de bons moyens de contrôle de cette Constitution, bah écoutez, on s'en fout de ce qui pourrait presque on s'en fout de ce qui pourrait se passer après. C'est un peu cette obsession encore une fois très républicaine pour la Constitution. Mais enfin, est-ce que l'histoire ne nous démontre pas constamment que les constitutions sont bafouées, sont modifiées? Je veux dire, notre Constitution de la Ve République a été modifiée X fois depuis 1958. Et pas nécessairement dans un bon sens, quoi. Donc cette espèce d'obsession que je ne comprends pas, mais qui est encore une fois très théorique, c'est pas celle d'un praticien, vous voyez, c'est pas celle de Richelieu qui va être obsédé par le texte, c'est celle d'un type qui croit réellement que parce qu'on l'a mis par écrit, ça empêchera toute velléité de s'y opposer. Ben non, je suis désolé, de l'histoire de la 4e, de la 3e, de la 5e République, l'histoire des régimes avant, nous montre perpétuellement que les textes qui ont valeur constitutionnelle sont bafoués à intervalles réguliers. Généralement, on les respecte pendant les premières années du régime, et après on trouve un moyen de les contourner, et après, alors là c'est la smala, hein. Là on change constamment la Constitution, quoi. Alors vous me direz, oui, mais il faut mettre en place des chambres de contrôle pour s'assurer que la Constitution, etc. Encore une fois, ça m'a l'air très compliqué et je ne crois pas que la Constitution soit un absolu. Le problème plus généralement de la pensée d'Étienne Chouard, c'est qui on envoie, question à laquelle il tente de répondre, qui seront nos représentants dans cette Assemblée constituante, par exemple, une fois que le tirage au sort sera institué. Alors lui, si vous connaissez un petit peu, donc vous savez qu'il est très attaché à l'éducation populaire, à l'école populaire, donc tous ces éléments qui ont été développés, qui ont tendance à assurer tout le boulot que l'éducation nationale n'a pas pu assurer, et à cultiver et à donner les compétences intellectuelles à une partie du peuple. Mais le problème c'est que son éducation populaire, son école populaire, jamais elle prendra, à moins que le passage à l'école populaire soit obligatoire. Mais dans ce cas-là, ça deviendrait une sorte d'éducation nationale. Et on voit comment ça foire pour l'éducation nationale. Jamais ça ne prendra. Ça fait déjà plusieurs années qu'il essaye de développer un peu le truc. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que des milliers de gens ne peuvent pas être intéressés par ça. Mais même imaginons qu'il y ait 1 million de personnes qui aillent à l'école, l'éducation populaire.
Genre, imaginons, ce serait déjà formidable, on en est très loin à ce que j'ai compris, mais ce serait déjà formidable si on avait 1 million. Mais ça voudrait dire qu'actuellement on est quoi, 67, 68 millions de personnes en France. C'est-à-dire qu'on est une chance sur 67 ou sur 68 que dans le tirage au sort que de cette assemblée qui va garder la Constitution, qui va être notre nouveau Parlement, il y ait un mec qui a reçu de l'éducation plébiscitée par Étienne Chouard. Ça n'a aucun sens. C'est, c'est, Cette assemblée pourrait même, statistiquement, être uniquement composée de gens qui n'ont pas reçu cette éducation. Et même si on avait un peu de chance, il n'y en aurait pas 2% malgré tout qui auraient reçu cette éducation dans cette assemblée. Vous voyez ce que je veux dire? je, À moins que tu rendes son école populaire, tout ça, à moins que tu le rendes obligatoire, mais dans ce cas-là, ça perdrait tout son intérêt, parce que tu en ferais une autre éducation nationale. À moins que tu arrives à faire ça, il y a aucune chance que ça marche. Donc voilà, je voulais vous donner, je vais arrêter là parce que ça fait 35 minutes que j'en parle. Je voulais vous donner un petit peu mon opinion sur la pensée d'Étienne Chouard. Encore une fois, je vais rappeler certaines choses, je respecte Étienne Chouard. Sincèrement, c'est pas des paroles en l'air, je respecte Étienne Chouard, c'est vrai. J'ai essayé de me renseigner un maximum, j'ai lu pas mal de ses articles, j'ai lu son manifeste, j'ai regardé des interviews de lui sur YouTube, etc. Je trouve sa pensée intéressante, hein. Je ne le nie pas, mais c'est une pensée de théoricien, c'est une pensée qui pour moi n'a pas d'intérêt parce qu'elle ne va pas au bout de sa logique en fait. Quand tu critiques le système de l'élection, c'est que fondamentalement tu dois critiquer la capacité de l'immense majorité de la population à concevoir des idées politiques. Mais lui il ne le fait pas. Lui il dit non, le système d'élection c'est de la merde pour X raisons, entre autres que les gens se font avoir par les élus qui sont des menteurs, les gens se font avoir par les médias, en bref, je résume, les gens sont des cons, même s'il ne le dit pas. Mais on va quand même du coup laisser l'opportunité encore aux gens d'assumer leur responsabilité politique. Ils restent dans la matrice très républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ils restent dans la logique démocratie libérale et le meilleur régime qui soit. Enfin, démocratie libérale. Démocratie et le meilleur régime qui soit. Et tout ça, c'est une pensée extrêmement marxiste, mais extrêmement théorique. Voilà. Qui n'a pas de place dans la pratique du pouvoir, en fait. Les royalistes proposent quelque chose qui a eu sa place pendant 1300 ans dans la logique du pouvoir et bon gré mal gré qui a plutôt bien fonctionné. Alors je sais que généralement je reçois un tas de messages, de commentaires de mecs qui me disent non mais t'as pas compris, les rois s'ils se sont fait dégager c'est parce que c'était tous des nuls, etc. Alors c'est marrant, alors qu'est-ce que ça veut dire sur la République dans ce cas-là? Parce qu'on change de gouvernement assez souvent, on change de président, de Premier ministre assez souvent. C'est-à-dire que vraiment là, on a changé 5 fois de République en 250 ans à peu près, en 200 ans. Et voilà, donc j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Je vois pas trop... Je vois pas trop le truc. Je vous répète, alors quelques petites annonces pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Je vous répète que je fais toujours des discussions, une de mes émissions c'est toujours discussion avec des abonnés. Et je parle avec des abonnés de ma chaîne, même avec des gens qui ne le sont pas. J'appelle ça discussion avec un abonné, mais même des fois vous ne pouvez ne pas être abonné à ma chaîne, ça ne pose pas de problème. Et donc je reçois des gens qui sont venus au royalisme, qui nous expliquent comment ils sont venus au royalisme, mais je veux bien recevoir aussi des gens qui m'expliqueront pourquoi ils ne viennent pas au royalisme et pourquoi ils restent républicains. Ça, moi je suis ouvert, je veux bien entendre parler, hein. On peut discuter, on peut réfléchir à tout ça. Bientôt aussi, je vous l'annonce, bientôt il y aura une nouvelle émission qui s'appellera le Forum Royaliste. Alors j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui sont restés jusqu'au bout pour cette émission. Je pense que ça a dû, si on suit la rétention d'audience sur ma chaîne, on doit être, la plupart restent aux alentours de 60-65% de l'émission, mais alors ce sont des émissions de 20 minutes là, c'est une émission de presque 40 minutes, alors à mon avis ce sera moins que ça. Mais pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, je sais qu'il y en a, je vous le dis, donc bientôt une émission, Forum Royaliste, où là on fera une grande discussion avec plusieurs royalistes, 3 ou 4 royalistes, où on va parler doctrine, on va aussi parler actualité, on va aussi essayer de confronter nos opinions pour voir si on est si éloigné que ça. Voilà, c'était Alexandre du Cercle Richelieu, on peut remercier ma fille qui n'a pas trop hurlé pendant l'émission.
Et écoutez, je vous dis à bientôt, et j'espère que cette émission vous aura inspiré.